Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais aborder la violence psychologique et la distinction avec les conflits. Alors d'abord, revenons à la définition du conflit. Donc le conflit, si on considère que c'est un désaccord entre un minimum de personnes, donc devant une situation où on n'est pas d'accord, que l'on règle de manière plus ou moins satisfaisante, où chacun peut négocier ou envie de négocier ou ne négocie pas, enfin selon l'attitude qu'il va adopter, mais qui finalement ne va pas spécialement être en souffrance après un conflit. Bon, après, il peut y avoir quand même, je veux dire, de la tristesse, de la colère, euh, mais c'est quelque chose qui est ponctuel par rapport à une situation donnée. Maintenant, c'est justement ce qui fait la différence avec le conflit psychologique, avec la violence psychologique, c'est la récurrence. Donc, le conflit, il peut être ponctuel que s'il se reproduit de manière récurrente dans le temps, ça peut devenir de la violence psychologique, dans le sens où cela inflige du stress qui est voulu ou non. De nouveau, je ne parlerai pas de l'intention qu'il y a derrière, si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, dans les faits, ça a comme effet de provoquer du stress chez la personne qui subit. Donc, il y a bien l'idée d'un dominant dominé dans une relation où il y a de la violence psychologique, ce qui n'est pas le cas dans un conflit. Alors, dans un conflit, on peut y avoir même une position hiérarchique qui forcément n'est pas donc n'est pas égale, mais devant une situation qui pose problème, on peut quand même communiquer, on peut quand même essayer de trouver des solutions ensemble. Le pouvoir hiérarchique n'est pas forcément une position de pouvoir où on ne peut pas régler les situations où il y a la violence psychologique, pas du tout. Dès le moment où le dialogue est là, où on peut chercher ensemble des solutions, faire des propositions, dire qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas, bon, après, c'est pas toujours entendu, mais les choses peuvent se régler quand même. Maintenant, si ça ne se règle pas, que la situation se reproduit de manière systématique, sans prise en compte des besoins de l'autre, à ce moment-là, ça peut prendre effectivement la forme de la violence psychologique. Parce qu'il y en a un qui n'est pas entendu et qui subit de manière récurrente les agissements de la personne qui tente de dominer dans la relation. Alors, je vais donner donc ici des éléments qui permettent, en tant qu'intervenant, donc de l'extérieur, de voir effectivement, là, on est face à de la violence psychologique et plus à un conflit. Dans un conflit, les personnes peuvent s'outiller, apprendre et mettre en place des outils de communication, que de la violence psychologique, les personnes sont parfois dans un tel état, parce que la violence c'est déjà exercée depuis un certain temps, qu'elles ne sont même plus aptes à pouvoir réagir. Oui, donc juste un petit préambule, effectivement, avant de donner les analyses. Les 4 points que je vais vous énoncer aujourd'hui, c'est que la victime est parfois dans un tel état, on va dire, de stress post-traumatique, qu'elle n'est pas euh, apte à déjà peut-être et même expliquer de manière cohérente son histoire, elle est confuse. Et dans certains cas, on peut même se poser la question, mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Donc, il faut savoir si on peut faire un parallèle avec les violences, et notamment en cas de viol. La victime ne réagit plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le cerveau, il se déconnecte. Donc, c'est comme si les plombs sautaient. Donc, la personne qui est violée dans son intimité, eh bien, le cerveau, comme mécanisme de défense, eh bien, il va se déconnecter. Donc, il y a un processus neurologique, physiologique qui se produit, qui fait que la victime ne réagit pas. Donc, surtout pas la juger par rapport à ça, elle est bien victime, elle n'est pas apte, elle n'a pas la capacité à réagir de manière appropriée pour se défendre, parce qu'à un moment donné, elle est dans une telle situation que tout simplement, au niveau physiologique, eh bien, elle est en état de sidération qui ne lui permet pas de réagir
et de se défendre. Donc c'est une, mécanisme, qui lui permet aussi de survivre, mais qui ne lui permet pas de se protéger et surtout de se défendre, notamment devant la justice. Donc, je reviens ici à l'analyse de ce jour. Donc, je vais donner 4 points aujourd'hui et 4 points lors de la prochaine, de la prochaine vidéo parce que, c'est assez long quand même à expliquer. Donc, ici, je parlerai premièrement d'un modèle relationnel basé sur un rapport de force inégal, unilatéral, donc un rapport de pouvoir. Donc, quand on voit que systématiquement, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, qui parle à sa place, qui lui donne des responsabilités inappropriées et trop importantes, qu'il ne peut de toute façon pas accomplir de manière OK, qui ne donne pas des informations pour pouvoir réagir. Donc oui, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est mis en place de manière systématiquement pour mettre l'autre en échec. Là, on peut parler d'un rapport de force, surtout donc quand ça se reproduit, dans le temps. Donc deuxièmement, le pouvoir et le contrôle sur l'autre par tous les moyens. Donc, comme je vous le disais juste avant, c'est que, donc il n'y a pas seulement le rapport de force, mais par tous les moyens, on va essayer de rendre l'autre impuissant, ou en état de stress. Donc ça peut être par la culpabilisation, par donner des tâches qui sont impossibles à réaliser dans les temps. Donc voilà, ça peut être sur tous les terrains. Ça peut être dans les rapports professionnels, comme de famille, dans le couple. Donc voilà, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Troisièmement, donc il y a une intention derrière. Alors, conscient ou pas, là, ce n'est pas le sujet. Je reviendrai peut-être là-dessus une autre fois. Donc, il y a une intention derrière les actes. La violence comme outil de pouvoir, c'est stratégique. L'idée est de punir l'autre afin qu'il soit conforme à ses attentes avec maintien de la position haute. Alors, j'ai déjà pu remarquer dans l'accompagnement des personnes que je réalise déjà depuis un certain nombre d'années, c'est que euh, il y a vraiment un moment, au moment où la victime se rend compte qu'il y a un souci, elle essaie de prendre de la distance, d'analyser, de réagir autrement, commence à se protéger, de prendre d'autres décisions, d'être plus indépendante financièrement, en termes de gestion du temps. Et donc, l'auteur de la violence s'en rend compte et réagit en étant encore plus violent. Donc, on va commencer à l'accuser, commencer à faire de la calomnie, enfin, mettre toutes sortes de choses en place. Pourquoi? Parce que la personne qui est victime, qui se positionne en tant que dominée, à un moment donné, sort de sa position et ça devient dangereux, entre guillemets. En tout cas, c'est perçu comme tel par la personne qui domine. C'est-à-dire qu'il y avait un équilibre qui était bien pratique et bien utile pour la personne qui a une certaine emprise sur l'autre. Et quand on voit que la victime commence à voir clair, veut commencer à devenir autonome, qui enlève ses chaînes, qui commence à s'ouvrir et à chercher de l'aide, eh bien, l'auteur va essayer de mettre un couvercle là-dessus et à décrédibiliser aussi la victime, la traiter de folle quand elle va commencer à parler. Donc, il y a tout un système qui est mis en place pour garder l'homéostasie, donc cette relation dysfonctionnelle, utile finalement pour l'auteur de faits de violence. Alors, bah, parce qu'il veut justement garder la position haute. Alors, quatrième élément, la persistance, donc la violence cyclique et récurrente qui devient chronique. Donc, comme je vous disais juste avant, ça c'est vraiment un élément que j'ai pu constater, c'est que même s'il y a des moments où il y a un peu d'accalmie, donc on va commencer à faire des promesses, je te promets, je ferai plus ceci, je ferai plus cela, on part au restaurant, on fait des projets, mais voilà, ce n'est qu'un temps pour garder la relation parce que finalement la relation, c'est juste utile et fonctionnel et ça repart de plus belle après. Donc on maintient le lien, on donne un petit peu d'espoir, ça désarçonne complètement la victime qui ne sait plus, quoi croire, quoi voir, quoi entendre et donc elle repart dans cette relation
en y remettant de nouveau de l'énergie et du temps et elle se berne soi-même, elle se fait berner, mais elle se berne soi-même aussi, mais par économie aussi et puis aussi parce que le cerveau, à un moment donné, ben, il comprend plus rien, hein, on souffle du chaud et du froid, c'est blanc et noir, et puis à un moment donné, le cerveau, il comprend plus rien. Et donc, la personne est confuse, elle a juste envie de s'accrocher à son espoir, à une idée positive de la relation et de l'autre ou l'image de la famille. Et puis, finalement, on repart de plus belle dans une relation, qui est, toxique, qui fait du mal, qui nous fait du mal, qui est violente, qui prive de liberté, qui prive, l'autre finalement, d'indépendance, sur tous les points de vue, que ce soit financier, que ce soit dans sa gestion du temps, dans son envie d'autonomie, de faire des études ou autre. Et donc, voilà, il y a plein, plein, plein de petits exemples que je vous donnerai encore dans mes prochaines vidéos, qui permettent de vraiment comprendre dans quoi on est. Donc là, je vous ai donné alors 4 éléments. Je vous les recite rapidement. Donc, premièrement, un modèle relationnel basé sur un rapport de force inégal, unilatéral, un rapport de pouvoir. Donc, c'est toujours un qui essaie de toucher l'autre. Alors, ah oui, petite remarque par rapport à ça, c'est que en tant qu'intervenant extérieur, il faut toujours être très prudent avec ça parce que on a l'impression, quand on ne prend pas le temps de regarder dans l'histoire et la dynamique relationnelle des personnes en question, quand on voit un réagir, on va peut-être se dire, ben oui, c'est lui qui violente l'autre. Mais en fait, non. C'est un moment peut-être donc il y a eu une action, donc par exemple, un parent bienveillant, à un moment donné, il n'en peut plus. Il va commencer à dénoncer et il va mettre à jour, en fait, plein d'éléments, de faits complètement dysfonctionnels, complètement euh, euh, inexcusables, mais qu'il a subi, qu'il a accepté à cause de cette relation, à cause du bourrage de crâne et, et des mensonges notamment. Et donc, quand il va commencer à dénoncer, eh bien, la personne qui intervient à l'extérieur va peut-être penser, bah oui, il veut écarter l'autre parent. Justement, il faut être très attentif parce que c'est justement dans ce moment-là où le parent auteur de faits de violence va dire, mais vous voyez, c'est elle qui veut m'écarter. Moi, j'ai mes droits, hein. Et donc, en fait, comme la loi veut que les deux parents aient des droits, ben, on oublie que ben, il faut pas regarder juste ce qui se passe là maintenant, il faut regarder l'histoire. Et donc ça prend du temps, il faut analyser. Donc là, je tiens vraiment à faire une remarque par rapport à la formation des personnes qui jugent ou qui ont en main le dossier et qui font donc l'accompagnement de ces personnes. C'est vraiment de prendre le temps de comprendre, donc d'être formé déjà pour bien comprendre la problématique de la violence psychologique, mais aussi d'analyser l'histoire de ces personnes et d'analyser la dynamique de ces personnes. Donc, pas de prendre seulement les dernières réactions, parce que la justice le fait aussi, hein. Oui, mais là, madame, pour le moment, monsieur est gentil, ou inversement, gentil entre guillemets, hein, parce qu'on utilise des faits, des mots parfois un peu, on se demande si c'est une cour de récréation ou... Et voilà, c'est justement, ça prouve bien que on n'utilise pas les bons mots, il y a un manque de formation pour différentes raisons. Mais donc, c'est très important de tenir compte de l'historique pour comprendre que s'il y a un parent à un moment donné qui réagit, c'est peut-être juste que là maintenant, il en a marre. Et donc, il va commencer à dénoncer. Donc, mais de fait, ou systématiquement, c'était l'autre qui tout le temps était en train d'envoyer des petites piques de manière récurrente pour rendre la situation complètement invivable et faire souffrir son entourage, ses enfants, voilà. Alors, donc, je répète, modèle relationnel basé sur un rapport de force inégal, unilatéral, donc un rapport de pouvoir. Deuxièmement, le pouvoir et le contrôle sur l'autre par tous les moyens. Troisièmement, intention derrière les actes, donc la violence comme outil de pouvoir, c'est stratégique. L'idée est de punir l'autre afin qu'il soit conforme à ses attentes avec le maintien de la position haute.
Et quatrièmement, la persistance, donc c'est la violence cyclique et récurrente qui devient chronique, donc. Et donc, quand vous comprenez ça, en prenant le temps effectivement de voir l'histoire, vous comprenez qui est la vraie victime. Parce que l'auteur, en plus, dans la plupart des histoires de vie que j'ai pu entendre, il se fait passer pour la victime. Et la vraie victime, il faut pouvoir l'entendre, il faut pouvoir le voir, il faut pouvoir le détecter, l'analyser. Et pour cela, il faut prendre l'histoire et la dynamique relationnelle. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, je vous citerai les 4 autres points. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.